Vraiment, on voit vraiment le travail, ce que vous voyez, c'est vraiment le travail d'usine, mais il y a un gros travail en amont qui est fait au Luxembourg, parce que les pièces sont assemblées, conceptionnées au Luxembourg. C'est pour ça qu'il y a marqué sur vos précaux Made in Luxembourg. Voilà, ici, c'est qu'un transfert de ce qui a été fait au Luxembourg pour être fait à plus grande échelle. Lancer une nouvelle statue Dragon Ball, c'est toujours un événement. Alors quand il s'agit d'une HQS Ultra, c'est que vraiment on sait qu'on va devoir mettre le paquet. Et il y a 10 ans, on sortait une statue pour les Tsume Fande qui était offerte dans le billet en fait entre guillemets VIP, une statue de Badak. Pourquoi Badak? Parce que Badak, ça représente pour moi les prémices en fait de DB. C'est là où tout a commencé, bien que le lore s'est étendu un peu plus loin sur les autres séries. Mais pour DB, c'est vraiment le commencement. On comprend en fait ce qui se passe, on comprend toute cette haine, on comprend encore plus le personnage de Frieza qui est, qui est vraiment une crapule. Et je trouve que Badak, c'est un peu la version seinen de Goku en fait en soi, où malheureusement on n'arrive pas toujours à gagner. C'est un moment qui est cher à mon cœur, qui est assez représentatif aussi toute la partie Saiyan qui est importante aussi, où on voit en fait un Goku qui est en combat pour revenir sur Terre et essayer de se battre contre Vegeta et Nappa, etc. Il y a un côté très très adulte à ces moments-là qui ont été maintenus et je trouve que c'est important pour moi de trouver un moyen de ressentir ce côté dramatique, la combativité de Goku dans les yeux de son père, même s'il n'a pas encore la puissance de son fils. On voulait vraiment réussir à amener une scène qui méritait en fait le nom d'Ultra. On voulait se dépasser, pousser les limites. Alors on sait que c'est très compliqué parfois avec cet ayant droit parce que on est assez limité, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et là, on a eu la possibilité de faire en fait ce projet qui pour moi est le meilleur projet Dragon Ball jamais réalisé. J'espère que dans les prochaines minutes de ce documentaire, vous allez kiffer, vous allez prendre du plaisir. Et nous, en tout cas, on est vraiment ravis d'avoir pu élaborer un plan aussi fou. Euh, Ça paraissait dingue. Je trouve toujours que la 2D, elle est vraiment en deçà du projet final. Mais bon, j'arrête de vous teaser. Let's go pour les images. Une statue incroyable. Il y a du sentiment dans cette pièce, je pense. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez colossal. Salut à tous. Resin Collection vous emmène aujourd'hui dans les coulisses de Tsume Arts afin de découvrir le projet de la HQS de Bardock. Du premier coup de crayon au dernier coup de pinceau, vous allez découvrir tous les acteurs majeurs qui ont rendu ce projet réalisable. Suivez-moi. Moi, c'est Ivan. Je suis en gros euh, manager 2D. Je m'occupe en fait de créer les concepts, de gérer les freelances qui travaillent sur certains concepts et je pars directement des idées que Cyril a en tête pour les matérialiser sur papier ou sur écran. Du coup, cette version de Bardock est née d'un souhait de Cyril de pouvoir en fait honorer la première version de Bardock qui avait été proposée aux fans de Tsume. Je pense que c'était au premier Tsume Fan Day, au troisième. Voilà, qui j'étais pas encore là. Et du coup, il voulait vraiment pouvoir aller un peu plus loin que ce qu'il avait pu proposer à l'époque et arriver à capter clairement toute cette force de Bardock à ce moment précis de la scène et en faire une statue incroyable. Du coup, par la suite, on a beaucoup travaillé sur le projet. On avait une première proposition qu'on a envoyée aux ayants droit qui leur semblait plutôt
trop complexes, irréalistes. Et à partir de là, avec certains retours de Cyril, on a et aussi pas mal de retours de l'équipe technique en interne. On a fait plusieurs versions. Je dirais qu'on a fait 3 ou 4 versions avant de la soumettre aux ayants droit. Et l'idée, c'était de pouvoir arriver à combiner les différents personnages qu'il y a dans la scène, les effets, et arriver à ne pas complètement cacher la planète. Je pense que les ayants droit voulaient qu'on arrive à voir la planète. Et du coup, à partir de là, on avait quelques pistes pour pouvoir refaire une proposition finale, unique, qui puisse passer en validation, qui combine un peu tout ça, sans perdre l'idée de départ de la pièce, c'est-à-dire d'avoir vraiment un diorama énergique, avec pas mal d'effets, pas mal de personnages qui sont dynamiques. Donc Cyril a apporté aussi sa patte et surtout sa clairvoyance de combiner un peu ce qu'on a pu faire avec Blackbeard, avec les différents personnages qui sont différents niveaux de perspective, pour qu'on ait cette impression de profondeur en fait dans la pièce. Ce qui a plu aux ayants droit parce qu'on avait justement cette référence-là de Blackbeard pour appuyer la capacité technique qu'on est capable de faire ça en fait. Sur ce projet, j'ai travaillé avec deux artistes incroyables, je dirais, dont un que je salue, que j'envoie tout le love possible, c'est mon pote John. Et mon pote Alan aussi, c'est 2 artistes incroyables. C'est surtout des experts dans la licence DBZ. Il y en a eu des contraintes techniques à anticiper. Je dirais que c'était comment faire tenir Bardock, qui se faisait tenir par tous ces personnages. Donc, on a fait pas mal d'essais avec, surtout avec la supervision de l'équipe 3D, pour obtenir quelque chose de cohérent. Parce qu'en fait, il faut arriver à matcher entre le côté, entre le storytelling de l'animé et les possibilités physiques avec tout ce qui est poids des différents personnages accrochés à Bardock, comment le tenir, du coup les points de contact, etc. Il fallait prendre tout ça en compte. L'équipe 3D nous a drivé, moi et les 2 personnes qui ont bossé avec moi sur ce projet-là, pour qu'on puisse faire quelque chose de réaliste. Le but était vraiment de ne pas perdre, de ne pas trop perdre le côté créatif et de combiner avec les capacités techniques. Parce que Cyril est intransigeant sur certaines choses, il veut vraiment pouvoir en faire une pièce emblématique, donc il fallait vraiment trouver le meilleur compromis possible. Voilà, c'était la plus grosse contrainte qu'on a rencontrée sur ce projet, en tout cas en 2D. Je sais que par la suite, les autres, c'était aussi un sacré challenge. Du coup, je m'appelle Olivier. Ça fait maintenant peut-être 7 ans que je suis chez Tsume. Donc, je suis arrivé, je sortais d'école. J'ai commencé ici donc en tant que freelance pendant quelques mois. Et après, quand j'ai déménagé du coup à Thionville et je suis venu travailler directement chez Tsume. Ma première pièce, ça a été le bus de Saitama. Après, ça a été Chopper. Et après, pas mal de One Piece, Boa, Barbe Noire, Luffy. Et maintenant je les compte plus, mais et du coup maintenant je m'occupe. Du coup, je suis senior ici en tant que sculpteur. Je m'occupe aussi de tout ce qui est supervision, lead des Ikigai, et je travaille principalement en tant que sculpteur sur les grosses pièces. Barbe Noire, Baggy, Luffy,
et Bardock. Comment on commence un sculpte? Alors, donc nous, en tant que 3D artiste, la première chose, c'est qu'on va recevoir le concept dessin de Ivan. On va aussi recevoir tout ce qui est ce qu'on appelle des setei, donc ça va être les dessins directement importés du Japon. Donc tout ce qui a été utilisé pour la production des épisodes, ça va être des turns du visage, du corps, donc dont on a tous les angles à peu près déjà dessinés de la meilleure manière possible. Et on va commencer à regrouper un maximum de références. Donc tout ce qui est manga, animé, illustration super peaufinée, on va essayer de trouver le meilleur visage possible, le meilleur posing possible. Et donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle une typose en fait. Ça va être le personnage qui est en pose T. Et donc on va partir d'une forme très simple, par exemple une sphère ou un cube, et on va venir extrude, comment on dit en français, on va venir faire sortir les formes pour former, on va commencer par le visage, les cheveux, les yeux, etc. Et petit à petit, on va faire tout le corps comme ça, jusqu'à avoir le personnage qui est le ressemblant au maximum possible. Une fois qu'on a la typose, on va faire ce qu'on appelle un mock-up. Donc ça va être les premières bases de la statue. On va avec des formes très simples faire une maquette de la statue, donc pour avoir à peu près les volumes, savoir à quoi ça va ressembler plus ou moins avec des formes très simples, et c'est ce qu'on va voir pour former la meilleure composition possible, et voir si c'est pas trop chargé, aussi si ça tient. On peut avoir une petite idée déjà à cette étape-là. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va mettre, donc à partir de la typose, on va mettre le personnage en posing, et après ça va être détail, faire les effets, et jusqu'au résultat final. Alors, la plus grosse difficulté technique, je dirais que forcément on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 personnages. Donc la plus grosse difficulté technique, ça a été de faire les 7 dans un délai correct. Et ensuite, je dirais que il y a les 7 personnages, on a l'espace doit être pensé pour intégrer les 7 personnages dans la pièce, sans que ça soit non plus trop extravagant, même si elle est énorme. On a essayé de faire au mieux possible. Et je dirais aussi qu'en fait, on a donc 4 personnages qui sont en contact 3 personnages qui sont en contact de Bardock. Et je pense que la plus grosse difficulté, ça a été que dans tous les angles, déjà, ce soit cohérent. Et aussi qu'on a vraiment l'impression que les personnages s'agrippent et qu'il y a une espèce de résistance de la part de Bardock. Faire rendre ça réaliste, en fait. Et ensuite, aussi tout ce qui est emboîtement, tout ce qui est engineering, faire en sorte que ça soit réalisable en print. Je pense que ça a été aussi un challenge. Ce qui me rend le plus fier sur la statue, je pense que c'est déjà le travail des peintres. Je pense qu'ils ont sublimé la pièce. Dans l'ensemble, je la trouve incroyable. Bon, en restant humble, mais du point de vue, je pense que tout le monde a donné son maximum. Et aujourd'hui, on a une pièce qui, pour moi, est une de mes préférées, je pense. Et côté sculpte, je dirais que ce qui me rend le plus fier, c'est qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau de détail qui est quand même assez beau à voir. En vrai, c'est quelque chose de à voir en face. Et je dirais aussi les expressions, c'est quelque chose qu'on a bossé à fond ici, avec la supervision, avec Saïssa, Cyril. Je pense que chaque personnage a une expression qui rend la scène, qui raconte une histoire vraiment. Donc il y a de la lutte, il y a de la rage, il y a du sentiment dans cette pièce, je pense.
Eh ben, je m'appelle Maxime Roudot. Je travaille chez Tsume depuis à peu près 10 ans et là maintenant je suis prototype manager. En gros, ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est prototypage en interne. On a une partie qui est en 3D où du coup tous les fichiers sont sculptés de manière virtuelle sur un ordinateur. Et notre travail avec l'équipe, ça va être de transformer ça pour créer une statue, un objet physique. En gros, on a plusieurs étapes de travail. On travaille forcément main dans la main avec les équipes 3D pour s'assurer que ce qu'on va imprimer va correspondre à leur sculpture en termes d'axes, que ce soit la stabilité, les angles et tout. On a plusieurs outils pour contrôler ça et aussi pour contrôler la qualité de leur sculpture. Par exemple, on n'a pas envie qu'ils passent des semaines et des semaines à sculpter des choses très détaillées et que nous, au final, on sort un truc qui est tout lisse et qui ne correspond pas à ce qui a été validé et ce qui a été sculpté. Donc, par exemple, pour les détails, il faut savoir qu'on a une équipe qui est dédiée à la découpe. Et donc, du coup, ces gens-là sont habitués à travailler avec nous et on a quand même un process qui est assez élevé pour conserver tout ce qui est détail, justement. On ne va pas imprimer des fichiers qui sont en basse résolution. Donc ça, c'est la compression du fichier, par exemple. Et une fois qu'on a ce fichier-là qui est exporté, on va le transférer dans nos imprimantes. On a plein de paramètres aussi pour imprimer. Mais c'est vrai que là, on travaille avec Formlabs et on va toujours utiliser le niveau de précision le plus haut disponible sur la machine qu'on a. C'est vrai que si on parle de Bardock, c'était quand même un petit défi de vérifier la stabilité du projet. Le but, c'est toujours d'essayer de cacher aussi notre travail. Donc, on a quand même 7 personnages, je crois. Et il faut que tout tienne sur le proto, mais il faut aussi que tout tienne dans le temps chez les clients. Donc, on a commencé avec un premier test d'impression. C'est une sorte de brouillon, en fait, qui va nous permettre de voir où sont les points faibles et aussi de voir l'espace qu'on a pour caler des renforts métalliques ou des choses comme ça. Ça sert à vérifier les axes, mais ça va aussi servir à vérifier si les gravures sont assez poussées, si le sculpte du visage est bon, enfin, ça sert à pas mal de choses. Et c'est vraiment un brouillon, ouais. Ça nous permet de rentrer dans le projet doucement, quoi. La petite anecdote sur Bardock, du coup, c'est que le fait d'avoir 2 couches sur la planète, c'était pas un truc qui était posé dès le départ, en fait. C'était pas une contrainte qu'on avait. Quand on a vu la sculpture, on s'est posé avec les équipes en 3D et tout, et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de mettre ça en place. On a fait un test rapide à l'échelle 1,5. On a discuté avec les peintres et on est arrivé avec le test que vous voyez là. Mais dans toutes les... Enfin, après ça c'est pour autre chose, mais dans tous les statuts qu'on a, on a des fois des petits trucs de liberté comme ça aussi, ça rend le truc plus intéressant. Ouais. Pour réaliser l'effet de planète sur Bardock, on a 2 couches. Nous on appelle ça 2 couches, mais en vrai c'est 2 objets. On va imprimer un premier objet qui représente, on va dire, la terre et l'eau. Cet objet-là étant transparent, il est peint. On garde une certaine transparence au niveau de la peinture pour que la lumière puisse passer au travers. Une fois que c'est peint et verni, on le replace dans le moule qui représente la deuxième forme et on va couler de la résine transparente par-dessus. Cette résine transparente-là va être peinte pour simuler les nuages qui sont au-dessus de cette première couche-là. Donc c'est des effets qu'on fait de temps en temps sur les projets, mais ça rajoute de la profondeur et ça rend le projet plus intéressant. Après, je suis quand même content parce que en prépa, par exemple, c'était quand même un assez gros défi. Je sais pas si vous avez des photos de la statue avec une personne à côté, mais quand on voit la taille des effets derrière, c'est quand même un gros morceau. Je crois qu'on dépasse les 20 kilos pour l'effet de derrière. Et du coup, nous, c'est un truc qu'on peut pas imprimer en un bloc. Donc, on a cuté plein de petites portions. Et les gars les ont collés, on fait un gros moule et on coulait 20 kilos de transparent dedans. Et mine de rien, avoir une masse comme ça et sortir un tirage propre, c'est un bon petit défi. Et la résine travaille, il faut que tous les effets s'emboîtent bien les uns avec les autres, qu'on n'ait pas des gros espaces de 5 cm. Donc, ouais, la prépa, c'était un bon défi là-dessus. Et en plus de ça, les formes sont les formes sont grosses et assez simples. Mais tout le travail de peinture qui a été fait par-dessus, ça rajoute un niveau de détail. Donc, non, c'était intéressant, ouais.
Moi, c'est Jimmy. Ça fait bientôt 3 ans que je suis chez Tsume, au pôle de préparation. Et donc ici, on a tout de suite les pièces sorties d'impression. Donc on a les pièces sous forme de grappes. Donc c'est là que nous on intervient. Donc dégrapper, enlever tous les picots qui restent. Donc il y a une étape de ponçage qui doit être faite. Donc voilà, toutes ces aspérités-là, c'est à nous de les enlever, de les apprêter, et voilà. Alors nous, l'étape là, elle est importante parce que des fois on se rend pas compte, surtout les gens peut-être qui sont en dehors de notre domaine, ce qui sort c'est pas parfait. Donc il y a toujours des lignes d'impression, il y a ce genre de choses. Et là c'est notre rôle d'enlever tout ça, donc d'apprêter les pièces et de les rendre le plus soit lisses possible, ou d'être fidèle vraiment à ce qu'on a besoin en termes de 3D. En termes de 3D. Donc voilà. Donc il y a un gros travail de ponçage qui est fait. Donc ponçage, limage, ajustage aussi des pièces. Donc c'est plein de choses comme ça. Donc, comment on fait pour pas perdre de détails? Ce qu'il y a, c'est que on fait accentuer certains détails en 3D déjà. Donc des fois il y a des pièces qui ont besoin d'être prononcées, comme les scratchs qu'on peut avoir sur par exemple des personnages de Dragon Ball Z qui ont des scratchs un peu comme des cicatrices. Donc ça, des fois on demande d'accentuer ça, ou des lignes de visage aussi, si jamais le personnage a un effet, une transformation quelconque, ça on demande de refaire, de recontrôler et d'approfondir ça. Et après on a toujours une perte, parce que forcément notre boulot c'est d'enlever de la matière, on peut aussi en ajouter, mais on arrive à trouver un équilibre entre ce qui est fait en 3D et nous à la main ici en préparation. On peut intervenir, on va dire, à n'importe quel moment. Je veux dire, si demain les peintres ont besoin d'un coup de main, on peut intervenir sur des choses qu'on sait faire. Donc ça veut dire au niveau du montage ou de l'ingénierie de la pièce. Des fois c'est difficile de la monter. Donc il y a des pièces qui doivent être assemblées, vissées, collées. Donc on est toujours là pour épauler l'équipe et donc voilà, ça se fait comme ça naturellement. Bardock, en termes de préparation, je dirais que là, on est à peu près sur 5 semaines. On était à 3 personnes. Voilà. 3 personnes, 5 semaines de travail. Sachant qu'il y a des pièces qui vont prendre beaucoup de temps, notamment les transparents. Donc ça, c'est des pièces assez imposantes en termes de séchage, en termes de volume, en termes de contraintes, d'ingénierie, d'agencement global. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez colossal. Donc énormément de boulot au niveau des transparents. Ça, c'est un très gros taf. Salut, moi c'est Mika. Je suis peintre chez Tsume depuis mon arrivée ici en 2013. Et j'ai fait mes premiers pas sur la Zoro avec la Tornade, la HQS, la première. Donc voilà, et je suis encore là. Je fais partie des murs. Sur Bardock, nous avons été les 4 peintres à travailler dessus. Et nous nous sommes partagés pour être le plus efficace possible, parce qu'on a un temps donné toujours pour le faire. Là, te dire qui a fait quoi exactement, par exemple, c'est pas compliqué. Je vais essayer de me remémorer. Moi, je me suis occupé personnellement de tout l'espace qu'il y a autour. Donc, tout le fond stellaire. Victor s'est beaucoup occupé des petits personnages. Aussi, si tu me redis comme ça de loin, et puis j'ai fait ça. Parce que, la planète, l'environnement, la première étape de la planète, on va dire, avec la Terre, tout ce qui est les continents et l'eau, bien sûr. Eric a fait toutes les armures, et puis les peaux, certaines peaux. Kevin a fait certaines peaux d'autres personnages, comme il y en a 7 en tout. Et s'est attaché aux détails et l'électro. Et moi, j'ai fait aussi pas mal sur Bardock, la peau et les cheveux. Et puis, en finalité, on se partage les détails au pinceau avec Victor. On a cette expérience et dextérité pour le faire. Et au préalable, si tu veux, pour envisager et commencer un projet comme ça, c'est pas évident.
Si on a tout séparé, je sais pas combien il y avait de parties là, mais je dirais peut-être une bonne centaine quand même. Pour envisager être cohérent à 4 personnes qui peignent, c'est pas évident. Donc, on a le size print qui est ici. Et là, ça a permis déjà de voir les personnages principaux en position pour pouvoir gérer les lumières et les ombres. D'un point de vue complètement global, d'une lumière qui va venir du dessus, donc une lumière zénithale. Et on a pu ajouter à ça disons l'éclairage de son attaque. Et on a pu finalement installer comment ça allait se passer sur tous les personnages. Ce qui était super important, c'est-à-dire qu'on a pu vraiment anticiper tout ça, et c'est-à-dire que chaque couleur a gardé du clair avec une certaine intensité. Plus c'était proche de la sphère, plus c'était intense et blanc, et plus ça s'éloignait, plus on rejoignait la couleur de chaque partie. Donc ça nous a beaucoup aidé, sinon on aurait mis sûrement beaucoup plus de temps. Je sais pas si tu veux dire là le temps qu'on a mis à faire ce projet. On a mis de 5 à 6 semaines, puisqu'il y a eu les jours fériés entre, et puis 2-3 projets annexes qui sont venus se caler aussi. Donc à 4 dessus, vraiment, et de façon assez intensive, comme toujours. Alors la partie la plus challengeante et difficile a été la planète. On a eu un premier objet qui était juste les continents et la mer. Donc Victor qui a peint ça. Et après, l'équipe en préparation a coulé de la résine par-dessus. Ils avaient préparé un moule. Et donc, il a fallu par la suite peindre toute l'atmosphère. Disons que pour être assez propre, tous les continents et la mer a été masqués pour ne laisser que les nuages. En enlevant, on a vu que c'était trop étrange, c'est-à-dire que les continents étaient plus clairs que les nuages. Donc ça n'allait pas. Et surtout, on ne reconnaissait pas la planète Vegeta. Jamais en validation, les ayants droit nous disaient c'est bon comme ça. Donc on a retravaillé la chose pour aller encore plus dans le détail et tout inclure, que tout se marie bien entre les continents et les nuages et l'atmosphère. Au préalable, on avait anticipé le reflet de l'atmosphère sur le cosmos. Donc ça avait été peint avant. Et il a fallu aussi ajuster une fois que c'était fini. Donc ça, cette planète était vraiment pas évidente. Et le plus simple, on va dire, en définitive, je sais pas s'il y a quelque chose de très simple, ça avait été les étoiles. Pour moi, les étoiles, c'est super simple. Et tu sais quoi, je les ai fait au coton-tige, la plupart. Coton-tige, tac, tac, avec différentes tailles, et puis les petits coups de pinceau pour les reflets, avec des petites techniques comme ça qui sont sympas. Et les effets... Après, ça, pour le bleu, c'est pas si dur que ça. Comme on avait bien anticipé, il y avait juste ça à faire attention, mais c'était très cool, quoi. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Si ça avait été pas fait avant, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dur. Et après, il y avait des choses un peu difficiles. C'est les petits détails sur les persos, parce que vous verrez, ils sont vraiment tout petits. Ils sont encore plus petits que ceux de Barbe Noire, par exemple, si tu veux. Et ils sont pas déformés, donc tout est net, tous les visages sont hyper bien travaillés. Et donc voilà, quoi. Mais une fois de plus, tout seul, c'est impossible. Là, il nous faut l'avis de tout à chacun, à chaque étape. On est constamment en train de se montrer les choses. C'est pas genre, je commence le truc, j'ai fini, je m'en vais. Non, t'en penses quoi? T'en penses, ouais, c'est cool. Même moi et Eric qui sommes là depuis longtemps, on le fait aussi pour avoir un recul. Sinon, comme on en parlait tout à l'heure, on a le nez sur la chose, c'est trop difficile des fois d'avoir du recul. Quand t'as passé 1 ou 2 jours à faire le truc, t'es mentalement dedans, tu mets tout ce que t'as, et puis merde, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Alors là, bah oui, heureusement qu'on est beaucoup pour le faire. Non, ce serait vraiment dur. Sinon, c'est pareil, tout seul un projet comme ça, même à 2, hein, on met 2 mois, faut pas se leurrer. Ou alors on cravache et puis, puis après on est trop fatigué pour enchaîner sur le reste. Et voilà, quoi. Les trucs super sympas qui étaient très cool aussi, c'était les radars. J'ai kiffé. C'est tout con, hein, mais les petits trucs comme ça avec une fois dessus, ça rend trop bien. C'est vrai que la lumière qui est apportée dessus, aussi bien de la main que de la planète, moi j'aime beaucoup parce que ça apporte quelque chose. Il y a une petite légère séquence
On a l'impression que la planète est sur le point d'exploser réellement. Et la lumière dans la main ne fait qu'exagérer ce qui est déjà fait. Et ce qui est toujours compliqué, c'est de faire que ça marche avec et sans. Je trouve que là, c'est très cool. On a quand même assez réussi la chose. Des fois, c'est raté, des fois, ça marche. Et voilà, c'est toujours un petit peu, pas du tâtonnement, mais c'est un pari sur le coup. Et là, je trouve que ça fonctionne bien. Et une fois de plus, c'est quelque chose qui a été anticipé bien avant. On a même un essai là, je peux vous montrer, de ce que ça allait rendre. Et donc, je sais pas si le prototype, là, c'est notre prototype, je sais pas si dans la version finale, sera comme ça. Mais nous, on a inclus une LED dedans, carrément circulaire, pour que c'est quelqu'un qui trouve ça des LED de ouf, qui envoie bien la lumière. Mais voilà, et puis pour le coup, ça s'est quand même passé fluidement, parce que tout a été anticipé, on a anticipé ça avant. Donc voilà quoi. Je m'appelle Nouane, je suis directeur de marque chez Tsume. Je suis arrivé en 2017, donc ça fait un petit moment maintenant. J'ai commencé en tant que vidéaste et petit à petit on a constitué une équipe et j'ai pu gravir les échelons jusqu'à aujourd'hui devenir directeur de marque. Donc je chapeaute toute la partie communication et marketing pour tout ce qui va être, on va dire, équilibre de la marque. Donc ma mission autour de Bardock, c'est de superviser tout ce qui va être contenu média sur ce produit. Bardock est une ultra HQS, donc ça demande plus de travail parce qu'il y a beaucoup plus de choses à montrer. Donc on va vraiment se concentrer sur élaborer un maximum de médias autour de la pièce pour pouvoir justement bien représenter tout le travail qui a été fait par nos artistes et que les gens puissent mieux se rendre compte aussi de tout le travail qu'il y a, quoi. Et du coup, donc c'est toute l'équipe photo, vidéo, aussi autour du graphisme et du web design que je chapeaute pour qu'il y ait vraiment une cohérence sur l'ensemble, un équilibre aussi artistique et en termes de branding, en termes de marque, que ce soit bien. En termes de narration, sur les HQS, nous on aime bien justement reprendre un peu les éléments, de s'inspirer vraiment de ce qui se passe dans l'animé, reprendre parfois les plans ou un peu dans la dynamique et tout. Donc on a une phase un peu d'analyse où on va reprendre un peu les références qu'Ivan a travaillé aussi dans le concept 2D. Vraiment se remémorer, se remettre un peu dans le bain. Moi, ça m'arrive d'écouter la musique non-stop toute la journée avant, donc ça saoule un peu les collègues, mais c'est important de se remettre bien dans le mood. Et moi, je tiens vraiment, aussi par rapport au poste que j'ai, de vraiment créer une immersion au maximum possible sur les HQS, parce que c'est important de se replonger un peu dans l'univers du moment de la statue, quoi. Donc il y a vraiment un travail, on va dire, de réimmersion de notre part pour travailler un peu tous les médias avec cette essence-là du moment, quoi. Et après, voilà, nos limites aussi par rapport aux ayants droit, j'ai envie de dire, faut respecter le matériau de base. On va pas venir tout décolorer ou faire des choses qui desservent la pièce ou la licence. On va éviter de faire des choses qui vont demander des étapes de validation trop complexes. Parfois, on peut se le permettre. Ça dépend aussi du timing. Ça dépend de plein de choses. Mais par exemple, tu vois, des threads animés, des machins ou quoi, parfois, ça complexifie un peu les trucs. Donc, on le fait pas forcément, quoi. Mais voilà, donc l'échange il se fait là avec les ayants droit, c'est de trouver le bon équilibre aussi entre l'immersion et ce qu'on peut exploiter. Quelque chose d'assez particulier sur Bardock. En termes de volume, elle est compliquée à comprendre en image 2D. C'est un peu notre bataille qui est compliquée, c'est de vendre une statue qui est réelle dans un univers 2D à travers un écran. Souvent, avec les perspectives et tout, on a du mal à se rendre compte du volume de la pièce, même si on met les chiffres et tout, ou même si on met un petit meuble à côté, c'est toujours compliqué. Et là, Bardock, au vu de sa composition, on
on peut mal la comprendre en fait si on prend d'une certaine angle d'un certain angle la photo ça peut paraître un peu petit sur la base et gros au-dessus, alors qu'en fait vous allez voir du coup dans le reveal que la pièce elle est complexe. Ça veut dire qu'il y a la base qui est imposante, le perso qui est en dynamique au-dessus, avec aussi un effet de perspective avec différentes tailles de personnages, donc elle est complexe. Et du coup, tout le challenge autour de Bardock, c'était d'essayer de trouver justement le bon angle de vue pour pas que ça déforme ou ça desserve la pièce. Et c'était assez complexe. Donc on a fait beaucoup de tests, on a revu, on a vu en grand, on a fait ok non là ça va pas, là ça. Enfin voilà, c'était un peu plus compliqué que ce qu'on a fait d'habitude. Il y a eu une phase un peu plus, on va dire, ouais, de recherche aussi sur comment bien représenter le truc, quoi. Le truc de base qu'on fait, c'est l'axe regard directement, tac, parce que là, comme ça, tu chopes, tu vois l'intention, t'as tout, quand artistiquement chez Tsume, t'as toujours beaucoup d'importance sur le regard, sur l'intensité de l'émotion, et du coup, nous on s'est dit, souvent, pour choper justement que les personnes captent ça, tu prends ça dans les yeux directement, quoi. Et en faisant ça, sur Bardock, tout l'ensemble devenait fade parce que du coup, avec la perspective, ça donnait un truc pas hyper propre, quoi. Et on s'est dit merde, c'est dommage, quoi. Et du coup, on a tenté autre chose, on a trouvé un juste équilibre pour voir un peu la détermination et toute l'émotion qu'il y a dans de Bardock et la scène, tout en respectant aussi la perspective, quoi. Donc voilà, il y a toujours un petit challenge là-dessus, et particulièrement sur cette pièce, c'était un peu plus tricky, quoi. Non, le dernier truc, c'est que justement, qui rejoint un peu cette problématique-là, c'est vrai que moi je préfère quand les gens voient la pièce en vrai. On va toujours essayer de se battre pour pouvoir exposer la statue, parce que c'est là où du coup tu peux te rendre compte de tout le travail qu'il y a, toute la complexité et toute la beauté de la pièce, plutôt, bien sûr. Donc ouais, là elle est dos, mais de face elle est stylée. C'est avec un immense honneur que on vous dévoile aujourd'hui Bardock Ultra HQS. Le Ultra n'est vraiment pas démérité, c'est 15 ans de travail, 15 ans d'acharnement pour pouvoir réussir à atteindre ce niveau, à pousser en fait le niveau à son paroxysme. Je pense que y a l'émotion, il y a la scène, il y a la perspective, il y a énormément de choses qu'on a réussi à gérer, les effets de lumière. Mais c'est pas qu'un produit artistique, c'est vraiment l'aboutissement d'une équipe, d'un travail acharné depuis des années. Et le fait de se surpasser sans cesse, d'aller toujours plus loin. Et comme je disais, voilà, cette petite touche seinen de Dragon Ball, moi qui me plaît particulièrement, où on gagne pas toujours, c'est pas toujours les gentils qui gagnent. J'aime bien aussi avoir cette vision-là, parce que ça va créer le futur Goku, ça va créer tout ce qui va se passer derrière, ça va créer ce Frieza ultra badass. Donc c'est un passage vraiment ultra important. J'espère que vous ressentirez toute l'énergie positive, toute la hargne de l'équipe à travers ce produit qui marquera sans aucun doute tous les fans de Dragon Ball. Je vous embrasse tous et merci encore. Merci à Resin Collection également pour être passé sur place et pour ce petit documentaire. La bise à tout le monde.